Bonjour et bienvenue à tous dans Histoire et patrimoine. Histoire et patrimoine se déroule aujourd'hui au Salon international du livre, dans le stand réservé à Ifriqiya FM, la voix africaine. Avec moi aujourd'hui, la journaliste accréditée au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN, Leïla Haddad. Leïla Haddad, bonsoir et bienvenue dans Ifriqiya FM, dans ce joli stand qui a été aménagé pour Lucilla. Bonjour et merci. C'est vraiment un très beau stand, très expressif et qui rappelle vraiment avec beaucoup de fidélité tout le continent africain. Et je vous congratule encore une fois pour le lancement de cette radio excellente, très éclectique, non seulement en programme, mais aussi en termes de collègues de tous les pays africains. On parle du pays africain, il reste le continent le plus riche. C'est le continent, c'est le berceau de l'humanité également. Mais c'est un continent qui ne cesse pas de vivre des bouleversements, des guerres. Quel est le regard que vous portez en tant que journaliste sur notre continent africain? Je vais vous dire très sincèrement, je vous parle professionnellement. J'ai fait le choix dès le départ de me spécialiser dans les relations euro-méditerranéennes. Et je n'ai jamais été plus loin que le Maghreb, qui est déjà une bonne partie de l'Afrique. Depuis que je travaille en même temps, notamment pour la nouvelle télévision belge francophone internationale atypique, j'ai des collègues, quelques collègues du Congo, Kinshasa, d'un certain nombre de pays africains, parce que c'est une télévision francophone, comme je le disais, et on ne voulait pas être une sorte de TV5. Vous savez que chaque pays francophone, les pays francophones chics, non, c'est tous les pays francophones, et la francophonie, c'est d'abord l'Afrique. Rien que le Congo, Kinshasa, compte un peu plus de 110 millions de francophones. C'est énorme. Et j'ai commencé à m'intéresser à un tant soit peu au Sahel, important. Et c'est très, c'est très passionnant à plusieurs titres. Au niveau géopolitique, il y a énormément de choses à dire, à découvrir. Au niveau culturel, au niveau des langues et des accents et des couleurs, au niveau économique. C'est vraiment un continent passionnant. Et je vous promets que dans 2 ans, 3 ans, je vais faire énormément de chemin pour comprendre toute la géostratégie de la région. Aujourd'hui, justement, vous évoquez le Sahel. C'est un sous-continent où les grandes puissances se disputent aujourd'hui des parts de marché. Donc chacun essaye de tracer une zone d'influence dans cette région, une région qui vit une instabilité, donc que ce soit le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Écoutez, vous avez déjà la France, la puissance coloniale d'avant. Elle sort, j'allais dire, Manu Militari. Elle est retournée enfin chez elle, et pas tout à fait, puisqu'elle résiste. Et pour cause, comme vous l'avez si bien dit, le sous-sol africain, mon Dieu, quelle richesse, et les pays puissants, les puissances internationales, en l'occurrence la France, l'Union européenne en général, les Américains, aujourd'hui les Russes, les Chinois, et ils se bousculent au portillon de l'Afrique, pas pour les beaux yeux des Africains, mais parce qu'il y a énormément à gagner. Mais il faut absolument que le rapport change, le rapport de force change. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui compte le plus de jeunesse. Il faudra éduquer cette jeunesse, il faudra instruire cette jeunesse, il faudra introduire les nouvelles technologies, les langues, la science. Sans la technologie, l'Afrique ne retrouvera pas la place qu'elle mérite. Et
Et donc, au plan économique aussi, il faut qu'elle revoie ses accords de coopération avec les grandes puissances. Il faut qu'elle pratique le gagnant-gagnant. Il ne faut plus que ce soit au détriment des populations africaines. Vous évoquez la jeunesse africaine. Justement, cette jeunesse, il y a un éveil. Donc, quand on constate la mobilisation des jeunes contre les systèmes néocolonialistes, contre l'impérialisme, que ce soit au Mali, au Niger récemment et au Burkina Faso. Tout ça, c'est grâce à l'éducation. Chaque pays de l'Afrique, qu'il soit anglophone ou francophone, l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Nord, ça fait quoi, une 60aine d'années, plus ou moins, que ces pays ont recouvré leur indépendance. Ils ont éduqué ces jeunes-là. Et vous avez raison, monsieur, il y a un éveil, un véritable éveil. Et on l'a vu récemment au Burkina Faso, on l'a vu au Niger, au Mali, et pas seulement. Le Tchad et tous les autres pays vont suivre ces gens-là. Ils veulent vraiment faire un grand pas vers l'indépendance économique, l'indépendance culturelle. À tout point de vue, ils veulent prendre en charge leur propre pays. Vous avez évoqué tout à l'heure la francophonie et vous savez qu'une région comme le Mali, un pays plutôt comme le Mali, a décidé récemment de déclasser la langue française. Donc elle n'est plus langue nationale. Qu'est-ce que vous pensez donc est-ce que ça fait partie Je vais être franche avec vous. Oui. Je les comprends d'un côté. Je respecte la décision qui a été prise. Je respecte la décision qui a été prise par les autorités maliennes de déclasser la langue française. Je ne sais pas par quelle langue ils vont la remplacer. Non, elle n'a pas été remplacée. Alors, déclasser, ça veut dire qu'elle n'est plus langue nationale. Mais elle reste comme langue d'usage, on l'emploie dans l'administration, etc. Ils ont des langues officielles aussi, j'imagine. Ah oui. Et donc il y a des langues officielles que je ne connais. Pardonnez-moi, je me sens inculte par rapport au Mali qui est tout près. Je ne connais pas les langues nationales de la région, mais je les comprends. Moi, je prône le multilinguisme. C'est très important. Vous savez, j'ai besoin de reprendre tout de suite ce qu'avait laissé l'écrivain algérien Kateb Yassine quand il a été interviewé par un confrère français dans une radio française et il écrivait lui en français et il a dit qu'il considérait la langue française comme un butin de guerre. J'ai aimé aussi récemment la définition qu'un chef de parti français, en l'occurrence Mélenchon, il a dit « la langue française appartient à celui qui la parle ». Moi, je pense qu'il n'existe pas une langue française, il existe plusieurs langues françaises. Et ces langues-là, pour moi, il faut les maintenir, les entretenir, les développer, parce qu'elles vont servir. Et il faut s'ouvrir à d'autres langues. La langue anglaise et pas seulement, les langues des puissances émergentes comme la Chine, le chinois, il faut l'enseigner dès maintenant et on est en retard. Le russe, il faut l'enseigner. Voilà, et puis aujourd'hui, si je peux parler avec un confrère malien, c'est grâce aux Français. Si je peux échanger avec un confrère congolais qui soit de Brazza ou de Kinshasa, c'est grâce à la langue française. Et donc, il faut faire la part des choses. Je pense que je n'ai aucune leçon à donner, surtout aux Algériens, qui, eux, ont décidé d'emblée de faire de la langue arabe classique la première langue officielle. Et puis, ils ont aussi payé un lourd tribut pour avoir leur indépendance à tout point de vue. Mais pour moi, la langue française n'a rien à voir avec la France, tout simplement. La langue française n'a rien à voir avec la France. Nous sommes au Salon du Livre, donc on parle des livres, on parle des contre-discours, tous ces discours, cette littérature africaine également, qui est orientée justement aujourd'hui vers
une autre vision sur l'Afrique, sur le peuple africain, sur les traditions africaines, sur les mythes et légendes africaines. L'Afrique, elle est riche de ces légendes et de ces mythes, mais aussi c'est des livres qui produisent un contre-discours à tout le narratif colonialiste qui a été donc conçu par les anciennes puissances coloniales, n'est-ce pas? Oui, oui, il faut justement aujourd'hui un narratif décolonisé. Oui. Il faut absolument décoloniser les esprits, décoloniser la réflexion en général, la philosophie dans tout ce grand continent. Et c'est vrai qu'il y a de grands écrivains africains qui émergent quasiment tous les jours, que Dieu fait, oui, oui. Même si aujourd'hui, au niveau médiatique, les choses ne suivent pas. Et donc, il n'y a pas d'écho chez les voisins, hein, parce que l'autre continent en face, celui avec lequel nous avons le plus de relations, c'est l'Europe, c'est le bassin méditerranéen. Et c'est pourquoi je vous congratule encore une fois de plus pour cette génialissime idée de lancer une télévision africaine à partir de l'Afrique du Nord, à partir du bassin méditerranéen. Et je suis très heureuse que l'Algérie se tourne maintenant complètement vers l'Afrique, parce qu'elle a vocation d'abord à être africaine, je pense. L'Afrique avec laquelle nous avons partagé des luttes, nous avons partagé les idéaux, le panafricanisme. Frantz Fanon est l'un des fondateurs de cette vision panafricaine d'une Afrique unie. Kwame Nkrumah, Houari Boumediene, pour ne citer que quelques leaders qui ont rêvé d'une Afrique unie. Nelson Mandela. Oui, Nelson Mandela. Oui. L'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, du bout à bout. Oui. C'est ça qu'il voulait voir de son vivant. Et Dieu lui a prêté vie pendant tellement d'années, mais ne vous en faites pas, hein, il a laissé des fils et des petits-fils qui continuent dans le même sens. Moi, je pense que l'Afrique, elle a tout pour être développée, et à tout point de vue. Il suffit de volonté politique, hein. Il suffit de se prendre en charge, de croire en soi. Moi, j'étais stupéfaite quand j'ai rencontré à Bruxelles, en capitale européenne, capitale belge, des Africains de toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont venus avec des idées dans le domaine technologique, dans le domaine de l'invention, dans le domaine de la science, dans le domaine du livre, de l'écriture. Vous savez, ils n'avaient pas à rougir, hein, face à leurs camarades et homologues européens. Vous avez évoqué donc une personnalité qui a lutté contre l'apartheid. J'aimerais terminer cette émission avec vous en évoquant, donc en ayant une pensée au peuple palestinien qui souffre également d'un autre apartheid imposé par l'entité sioniste, un horrible apartheid, parce que le peuple palestinien se fait massacrer aujourd'hui, tout simplement, n'est-ce pas? Oui, depuis 75 ans, depuis 75 ans, que ce peuple a, à un moment donné, accepté des Européens, parce que c'est ce qu'ils sont. Les Israéliens, aujourd'hui, sont pour la plupart des Européens. Ils sont venus du continent blanc, comme dirait un camarade malien ou nigérian, ou sinon américain. Ils ont voulu bâtir un pays à partir d'une religion. Les Palestiniens ont fini par leur dire « pas de souci, on partage, au moins équitablement ». Aujourd'hui, ils sont alliés à la plus grande puissance militaire et économique au monde. J'ai nommé les États-Unis d'Amérique, et à mon avis, aussi longtemps que les Américains gèrent ce monde à leur guise et de manière pas du tout équitable, je crains que le peuple palestinien va encore souffrir. Mais je suis persuadée en même temps que la liberté, elle est si proche. Elle est si proche, et il faut avoir le courage, nous médias, mais aussi tous les peuples d'Afrique. Parce que j'ai vu, monsieur, je vais vous le dire spontanément, j'ai vu que dans certains pays africains, frères, on va les voir en leur proposant carrément de l'argent pour leur demander de soutenir Israël. Je ne crois pas que
que le citoyen africain, où qu'il se trouve en Afrique, accepte de se taire et de fermer les yeux par rapport à ce qui est en train de se passer pendant que vous et moi, on a commencé cette émission, oui, monsieur. Oui. Il y a peut-être, je ne sais pas combien, de centaines de bébés, d'enfants, de vieillards, de femmes, d'hommes en Palestine sont tombés en martyrs. Ça, c'est gravissime. Je sais que vous êtes écoutés par nos amis africains dans toute l'Afrique. Moi, je leur ai dit, je viens de Bruxelles, mais je vous le dis, soyez équitables. Comme d'autres peuples vous ont soutenu aussi pendant que vous faisiez la résistance pour dire au revoir à la France, pour dire au revoir à la Grande-Bretagne, pour dire au revoir au Portugal et pour dire au revoir à d'autres puissances coloniales en Afrique. Il faut soutenir les Palestiniens dans leur quête à l'indépendance. Je vous remercie donc d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Leila Haddad est journaliste accréditée au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'OTAN à Bruxelles. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis. Je vous salue à partir justement du stand d'Ifriqiya FM, la voix africaine, au Salon international du livre d'Alger. Excellente journée et à très bientôt.